Belle maman, ne venez pas au Nouvel An. Vous n'êtes pas la bienvenue. » Ces mots sont sortis du téléphone comme une gifle. Pas de préambule, pas d'excuse. Juste cette phrase sèche, prononcée par Lydiane avec ce ton qu'elle réserve d'habitude aux démarcheurs téléphoniques. C'était le 28 décembre 2024, 16h30 exactement. Je m'en souviens parce que je venais de retirer du four une tarte tatin, celle que Géraudin adorait quand il était petit, avec les pommes caramélisées exactement comme il les aimait. Je comptais l'apporter chez eux pour le réveillon. La maison sentait encore le beurre chaud et la cannelle. Je m'appelle Téline Dorval. J'ai 61 ans et voici l'histoire que j'ai portée seule bien trop longtemps. Quand Lydiane a raccroché, sans même attendre ma réponse, je suis restée là, debout dans ma cuisine bourgeoise du 16e arrondissement, le téléphone encore collé à l'oreille. Derrière moi, la tarte refroidissait sur le plan de travail en marbre blanc. Dehors, Paris se préparait déjà aux fêtes. Les guirlandes brillaient au balcon. Les vitrines des pâtisseries débordaient de bûches glacées. Et moi, je venais de comprendre que ma belle-fille venait de m'interdire l'accès à ma propre maison. Parce que oui, cette maison où il vivait depuis 3 ans, cette belle demeure de Neuilly-sur-Seine avec son jardin clos et ses moulures d'époque, elle m'appartient, légalement, administrativement, émotionnellement. Je la leur avais prêtée, pas donnée, prêtée. Après la mort de Philippe, mon mari, en 2021, la solitude était devenue trop lourde dans notre grand appartement. Géraudin et Lydiane cherchaient justement un endroit plus spacieux. Ils attendaient leur premier enfant. Mon fils m'avait regardé avec ces yeux-là, ceux qu'il avait à 8 ans quand il voulait quelque chose, et il m'avait dit « Maman, si on pouvait s'installer dans la maison de Neuilly, juste temporairement, le temps de se retourner financièrement. Ce serait parfait pour élever l'enfant. Tu comprends? Avec le jardin, temporairement. » Ce mot avait une saveur d'espoir à l'époque. Je m'étais dit que la maison vivrait à nouveau, qu'elle entendrait des rires d'enfants, que les Noëls y auraient du sens. 3 ans plus tard, il n'y avait toujours pas d'enfant. Mais il y avait Lydiane. Lydiane et son sourire de porcelaine qui se fissurait dès que nous étions seuls. Lydiane et ses remarques en apparence innocentes. « Ah, Téline, vous portez encore ce chemisier? Il est vintage. » Lydiane et sa façon de réorganiser les meubles que j'avais choisis avec Philippe, de remplacer nos cadres par les siens, d'effacer lentement toute trace de ce que cette maison avait été. Mais ce soir-là, en raccrochant le téléphone, j'ai compris qu'elle venait de franchir une ligne invisible. J'ai posé le combiné sur le comptoir. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de colère, pas encore. Plutôt ce mélange étrange de choc et de lucidité qu'on ressent quand une vérité qu'on refusait de voir nous explose enfin au visage. J'ai regardé mes mains. Sur mon annulaire gauche brillait encore l'alliance en or blanc que Philippe m'avait offerte il y a 38 ans. Je l'ai fait tourner machinalement, comme je le fais toujours quand je réfléchis. Le métal était usé par le temps, mais il tenait bon, contrairement à certains liens familiaux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans mon salon, face à la fenêtre qui donnait sur l'avenue Foch. Les lumières de Noël clignotaient dans les arbres. Des familles rentraient chez elles, chargées de paquets. Le monde continuait, indifférent. Et moi, je repensais à tout. À Géraudin enfant, qui me serrait dans ses bras en disant « Quand je serai grand, je te protégerai toujours, maman ». À Géraudin adolescent, qui défendait farouchement son père et moi contre n'importe qui. À Géraudin adulte, qui ne répondait plus à mes appels que par messages brefs et distants. 3 mois plus tôt, j'avais essayé de lui parler. C'était un dimanche après-midi. Je l'avais invité à déjeuner, seul, sans Lydiane. Il était venu, mais à peine assis, il regardait déjà sa montre. « Géraudin, avais-je commencé doucement, est-ce que tout va bien entre nous? J'ai l'impression que tu m'évites. » Il avait levé les yeux, surpris ou agacé. Je ne savais plus lire ses expressions. « Mais non, maman, c'est juste que, tu sais, Lydiane a besoin de moi en ce moment. Elle traverse une période difficile au travail. Et puis, il avait marqué une pause. Tu es un peu envahissante parfois. Envahissante. Ce mot m'avait traversé comme une lame de couteau. Envahissante comment? Avais-je murmuré. Tu appelles trop souvent. Tu passes sans prévenir. Lydiane a besoin de son espace. C'est sa maison aussi maintenant. Sa maison. Pas notre maison. Pas la maison que je leur prêtais. Sa maison. J'avais avalé ma salive, serré ma serviette sur mes genoux, souri comme on sourit quand on refuse de pleurer en public. Bien sûr, mon chéri, je comprends. Mais je ne comprenais rien du tout. Assise dans mon salon cette nuit du 28 décembre, je tournais et retournais l'alliance autour de mon doigt. Philippe me manquait terriblement. Lui aurait su quoi faire. Lui aurait parlé à Géraudin. Lui aurait remis les choses en ordre. Mais Philippe était parti. Et moi, j'étais seule. Le lendemain matin, j'ai essayé d'appeler Géraudin. 1 fois, 2 fois, 3 fois, messagerie. Toujours la messagerie.
j'ai fini par laisser un message. Mon chéri, c'est maman. J'aimerais vraiment qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Lydiane m'a appelé et... Enfin, j'aimerais comprendre. Rappelle-moi, s'il te plaît. Il n'a jamais rappelé. Le 30 décembre au matin, j'ai reçu un message de lui. Bref, sec. Maman, on a besoin d'espace pour les fêtes. Lydiane organise un réveillon intime. On te recontacte après le nouvel an. Bise, bise. Un mot si froid qu'il aurait pu geler l'écran. J'ai relu ce message 10 fois, 20 fois, cherchant entre les lignes une trace de l'enfant que j'avais élevé, de l'homme que j'avais cru connaître. Il n'y avait rien. Juste ce silence poli et terrible qu'on réserve aux étrangers. Ce soir-là, le 30 décembre, j'ai sorti de mon tiroir une vieille photo. Elle datait de 2005. Géraudin avait 23 ans. On était en vacances en Normandie, tous les trois. Philippe, lui et moi. Géraudin me tenait par les épaules, souriant à pleines dents. Derrière nous, la mer était calme et bleue. J'ai posé la photo sur la table basse, à côté de mon alliance que j'avais retirée pour la nettoyer. Et j'ai pleuré, pas des sanglots. Juste ces larmes silencieuses qui coulent quand on réalise qu'on a perdu quelque chose sans même s'en apercevoir. Le 31 décembre est arrivé. Paris était en fête. Les Champs-Élysées brillaient de 1000 feux. Les restaurants affichaient complets. Les familles se préparaient. Moi, j'ai enfilé une robe simple. J'ai préparé un plateau avec du foie gras, du saumon fumé, quelques toasts. J'ai ouvert une bouteille de champagne. Seul. À 23 heures, j'ai levé mon verre face à la fenêtre. « À toi, Philippe », ai-je murmuré. « Tu me manques. » Minuit est arrivé. Les feux d'artifice ont éclaté au loin. Les cris de joie montaient des rues. Paris célébrait l'an 2025. Et moi, assise dans mon fauteuil, je fixais mon téléphone. Aucun message, aucun appel, rien. À minuit 15 exactement, quelque chose en moi s'est brisé. Ou plutôt, s'est réveillé. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert Instagram et j'ai commencé à écrire. Mais ce que j'ai écrit cette nuit-là, ce que j'ai posté à minuit 15 le 1er janvier 2025, ça, je vous le raconterai dans un instant. Parce que cette action, ce simple geste fait dans le silence de ma solitude, a tout changé. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, seul dans mon salon à minuit 15, le doigt tremblant au-dessus de l'écran de mon téléphone, il faut que je vous ramène en arrière, bien en arrière. À l'époque où Géraudin était encore mon fils, vraiment mon fils. C'était en 1982. J'avais 18 ans, Philippe en avait 23. Nous nous étions rencontrés dans une librairie du quartier latin. Lui cherchait un recueil de Baudelaire, moi un exemplaire des Fleurs du Mal pour mes études. Nous avions ri en découvrant que nous voulions le même livre. Il m'avait laissé le prendre, puis il m'avait invité à prendre un café pour qu'on puisse en discuter ensemble. 6 mois plus tard, nous étions mariés. Géraudin est né en 1983, un matin de février où la neige tombait sur Paris. Philippe avait pleuré en le tenant dans ses bras pour la première fois. Moi aussi. C'était un bébé calme, aux grands yeux sombres qui semblaient déjà tout comprendre du monde. Nous l'avons élevé avec amour, avec exigence aussi. Philippe était architecte, moi professeur de lettres au lycée Henri IV. Nous voulions que Géraudin grandisse entouré de beauté, de culture, de respect. Et il a grandi magnifiquement. Je me souviens de lui à 7 ans, assis dans la bibliothèque de notre appartement, dévorant les livres que je lui choisissais. Je me souviens de lui à 12 ans, jouant du piano, pas très bien, mais avec une telle concentration que Philippe et moi restions silencieux pour l'écouter. Je me souviens de lui à 16 ans, défendant une camarade de classe harcelée, rentrant avec un œil au beurre noir mais la tête haute. Maman, m'avait-il dit ce soir-là, on ne laisse pas les gens souffrir quand on peut faire quelque chose. Ce garçon-là, c'était mon fils. En 2008, quand Philippe et moi avons acheté la maison de Neuilly-sur-Seine, Géraudin avait 25 ans. Il venait de terminer ses études d'ingénieur. Il nous avait aidés à emménager, portant des cartons pendant des heures, riant avec son père, me taquinant sur ma manie de vouloir tout organiser par couleur. Un jour, maman, cette maison sera pleine de petits-enfants, avait-il dit en buvant une bière dans le jardin. Tu verras. Philippe avait souri, passé son bras autour de mes épaules. On a le temps, avait-il répondu. Pour l'instant, on profite. Nous avions eu raison de profiter. Parce que le temps, finalement, nous en avons eu beaucoup moins que prévu. Philippe est tombé malade en 2019, un cancer du pancréas, foudroyant. En 6 mois, l'homme solide et brillant que j'aimais depuis 37 ans s'est transformé en ombre. Il pesait 50 kilos quand il est mort, le 14 mars 2021, à l'hôpital Cochin. Géraudin était là,
Il m'a tenue pendant que je pleurais. Il a organisé les funérailles. Il a géré les papiers administratifs. Il a été parfait. Maman, je suis là, répétait-il. Je ne te laisserai jamais seule. Papa m'a fait promettre. Et pendant quelques mois, il a tenu parole. Il passait me voir 2 fois par semaine. Il m'emmenait déjeuner. Il m'appelait le soir pour prendre des nouvelles. Il me racontait sa vie, son travail d'ingénieur chez Thales, ses projets. Et puis, en septembre 2021, il a rencontré Lydiane. Au début, j'étais heureuse pour lui. Mon fils méritait d'être amoureux. Il avait 40 ans et n'avait jamais trouvé quelqu'un avec qui construire vraiment. Lydiane semblait convenable. Elle travaillait dans la communication, portait des tailleurs élégants, souriait beaucoup. La première fois qu'il me l'a présentée, c'était un dimanche d'octobre. Ils sont venus déjeuner à l'appartement. J'avais préparé un gigot d'agneau, le plat préféré de Géraudin, avec des haricots verts et un gratin dauphinois. Lydiane est entrée en embrassant l'air à côté de mes joues. « Ravie de vous rencontrer, Téline. Géraudin m'a tellement parlé de vous. » Elle avait 36 ans à l'époque. Blonde, mince, le genre de femme qui sait exactement comment se tenir en société. Elle a complimenté mon appartement, mes meubles, ma décoration. Elle a mangé avec appétit. Elle a ri aux anecdotes de Géraudin. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux quand elle regardait mon fils. Une intensité, une possession. À un moment, j'ai raconté une histoire de l'enfance de Géraudin, le jour où il avait 7 ans et qu'il s'était perdu dans le jardin du Luxembourg. Philippe et moi l'avions cherché pendant 20 minutes, paniqués, avant de le retrouver assis près du bassin, donnant son goûter au canard. Il m'avait dit « Mais maman, ils avaient faim, eux aussi. » J'avais ri en racontant ça. Géraudin aussi. Mais Lydiane avait posé sa main sur celle de mon fils et déclaré d'une voix douce « Mon pauvre chéri, tu aurais pu te faire kidnapper. Heureusement que tu m'as maintenant pour veiller sur toi. Heureusement que tu m'as maintenant. » Comme si, avant elle, il n'avait eu personne. Comme si Philippe et moi n'avions pas passé 40 ans à veiller sur lui. J'ai senti un petit pincement dans ma poitrine, mais je l'ai ignoré. Je me suis dit que j'étais trop sensible, que le deuil me rendait méfiante. Ils se sont fiancés en février 2022. Géraudin m'a annoncé la nouvelle par téléphone. Il était fou de joie. « Maman, je vais me marier. » Lydiane a dit oui. J'ai pleuré. De bonheur, je croyais. Je suis si heureuse pour toi, mon chéri. Tu vas l'adorer, maman. Elle est parfaite et elle a hâte de faire vraiment partie de la famille. 2 semaines plus tard, Lydiane et Géraudin sont venus me voir. Ils cherchaient un endroit où vivre. Leur appartement à Boulogne-Billancourt était trop petit, disait-il. Ils voulaient fonder une famille, avoir des enfants, un jardin. Le problème, c'est que les prix à Paris sont devenus fous, avait expliqué Géraudin. Même avec nos 2 salaires, on ne peut pas s'offrir ce qu'on veut. C'est là que Lydiane avait souri. Un sourire étrange, calculé. Téline, la maison de Neuilly, elle est toujours vide, n'est-ce pas? J'avais hoché la tête. Depuis la mort de Philippe, je n'y retournais presque plus. Trop de souvenirs, trop de vide. Géraudin m'a dit qu'elle était magnifique. Avec un jardin, 3 chambres, c'est exactement ce dont nous aurions besoin pour élever nos enfants. Nos enfants. Ces mots m'avaient touché. L'idée que mes petits-enfants grandiraient dans cette maison que Philippe et moi avions tant aimée, c'était réconfortant. Vous pensez à la louer? Avais-je demandé prudemment. Géraudin avait ri, gêné. « Maman, tu sais bien qu'on ne peut pas se permettre de te payer un loyer pour une maison de cette taille. Mais si tu acceptais de nous la prêter, juste temporairement, le temps qu'on se stabilise financièrement, on prendrait soin d'elle comme si c'était la nôtre, avait ajouté Lydiane. Promis, comme si c'était la nôtre. J'aurais dû entendre l'alarme dans ces mots. Mais tout ce que j'ai entendu, c'était la promesse de petits-enfants, de vie, de continuité. Bien sûr, mon chéri. La maison est à vous. Ils ont emménagé en avril 2022. Les premiers mois, tout semblait bien se passer. Je passais les voir 1 fois par semaine. Lydiane me montrait les changements qu'elle avait faits, de nouveaux rideaux dans le salon, une nouvelle couleur pour la chambre d'amis. Je hochais la tête, souriante, même si chaque transformation effaçait un peu plus l'empreinte de Philippe. En juillet, ils ont organisé un barbecue dans le jardin. Ils avaient invité leurs amis. Je n'étais pas invitée. C'est juste pour les jeunes, maman, m'avait expliqué Géraudin au téléphone. Tu comprendrais pas leur discussion. Leur discussion. Comme si, à 58 ans, j'étais devenue trop vieille pour partager un repas avec des quadragénaires. J'avais avalé ma déception. Bien sûr, mon chéri, amusez-vous bien. En septembre, Lydiane a changé les serrures. C'est pour la sécurité, m'avait-elle dit quand je l'avais remarqué. Il y a eu des cambriolages dans le quartier. Elle m'avait tendu un nouveau jeu de clés, mais le message était clair. Cette maison n'était plus vraiment la mienne. J'ai commencé à espacer mes visites. 1 mois, 2 mois.
Noël 2022, Géraudin m'a invité à déjeuner. Mais Lydiane avait invité aussi sa propre mère, une femme sèche et hautaine qui m'a à peine adressé la parole. À table, Lydiane parlait de leur maison, leur jardin, leurs projets de rénovation. Géraudin acquiesçait, souriant. Moi, je tournais mon alliance autour de mon doigt. Philippe me manquait tellement ce jour-là que j'ai failli m'effondrer. En mars 2023, j'ai essayé d'aborder le sujet avec Géraudin. « Mon chéri, la maison, c'est toujours temporaire, n'est-ce pas ?» Il m'avait regardé, étonné. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Eh bien, ça fait 1 an. Je me disais que peut-être, maman, on essaie d'avoir un bébé. Tu voudrais qu'on déménage maintenant ?»« Un bébé. Ce mot magique qui effaçait tous mes doutes. Non, bien sûr que non. Prenez votre temps. » Mais le temps passait. Et il n'y avait toujours pas de bébé. En 2024, mes visites se sont encore raréfiées. Lydiane trouvait toujours une excuse. Elle était fatiguée. Ils avaient des invités. Géraudin travaillait tard. Et mon fils ne m'appelait presque plus. Un soir d'octobre 2024, je suis passée sans prévenir. J'avais trouvé dans une brocante un vieux train électrique, celui que Géraudin adorait enfant. Je voulais le lui offrir, pour quand il aurait un fils. Quand j'ai sonné à la porte, Lydiane a ouvert. Elle portait un peignoir de soie. Ses cheveux étaient détachés. « Téline, qu'est-ce que vous faites là ?»« J'avais quelque chose pour Géraudin. » Elle a regardé le paquet dans mes mains. « Il n'est pas là. Et la prochaine fois, prévenez avant de venir. » Elle a refermé la porte. Je suis restée plantée sur le perron, le train électrique dans les bras, humiliée comme je ne l'avais jamais été. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'ai compris que j'avais perdu mon fils. Pas brutalement, pas d'un coup, lentement, méthodiquement, comme on perd quelque chose qu'on a prêté et qu'on ne reverra jamais. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Novembre 2024 a été le mois où j'ai vraiment commencé à comprendre que ce n'était pas moi qui devenais paranoïaque, que ce n'était pas le deuil qui me rendait amère, que ce n'était pas l'âge qui me faisait voir des choses qui n'existaient pas. Non, c'était bien réel. Lydiane était en train de m'effacer, méthodiquement, patiemment, comme on gomme un dessin au crayon jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une trace fantôme sur le papier. Le 4 novembre exactement, j'ai reçu un message de Géraudin. Pas un appel, un message. « Maman, on organise un dîner samedi prochain pour l'anniversaire de Lydiane. Juste quelques amis proches. On te tiendra au courant pour se voir bientôt. Bisous. » L'anniversaire de Lydiane, dans ma maison. Et je n'étais pas invitée. J'ai relu le message 3 fois, cherchant une erreur, une faute de frappe, quelque chose qui expliquerait pourquoi mon propre fils me disait qu'il organisait une fête dans une propriété qui m'appartenait, sans m'y convier. J'ai attendu 1 heure, puis 2, espérant qu'il se rendrait compte de l'absurdité de la situation, qu'il me rappellerait en riant « Bien sûr que tu es invitée, maman. Qu'est-ce que tu crois ?» Mais il n'a pas rappelé, alors je l'ai fait moi-même. « Géraudin, c'est maman ?»« Oui, maman, je suis occupée là. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était distraite, pressée. « Ton message pour l'anniversaire de Lydiane ?»« Oui, quoi ?»« Eh bien, je me disais que... »« Maman, s'il te plaît, ne le prends pas mal. C'est un dîner entre nous, entre jeunes. Lydiane veut quelque chose de léger, sans contrainte, comme si ma présence était une contrainte. Mais Géraudin, c'est ma maison. » Un silence, un long silence qui m'a glacé le sang. « Maman, techniquement oui, c'est ta maison. Mais on y vit depuis 3 ans maintenant. Lydiane s'y sent chez elle. Tu ne peux pas débarquer à chaque fois qu'on organise quelque chose. Débarquer, ce mot, comme si j'étais une intruse. Je ne débarque pas, Géraudin, Écoute, il faut que j'y aille. On en reparle. » Il a raccroché. Je suis restée assise sur mon canapé, le téléphone contre l'oreille, écoutant la tonalité monotone qui résonnait comme un glas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je tournais et retournais dans mon lit, fixant le plafond, essayant de comprendre comment j'en étais arrivée là. Comment mon fils, ce garçon que j'avais porté, nourri, élevé, aimé pendant 42 ans, pouvait me traiter comme une étrangère. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai appelé mon notaire. Maître Arnaud Dufresne me suivait depuis 25 ans. C'était un homme discret, rigoureux, d'une 60aine d'années. Il avait géré la succession de Philippe. Il connaissait ma famille. « Téline, quelle bonne surprise. Que puis-je faire pour vous ?»« Arnaud, j'ai besoin de vérifier quelque chose. La maison de Neuilly, elle est toujours à mon nom, n'est-ce pas ?»« Bien sûr. Pourquoi cette question ? Et mon testament ? Géraudin est toujours mon unique héritier ? Oui, selon vos dernières volontés établies en 2022. Tout lui revient. L'appartement, la maison, les placements. Vous souhaitez modifier quelque chose ? J'ai hésité. Non, pas pour l'instant.
Je voulais juste m'assurer. Tout va bien, Téline? Oui, oui, merci Arnaud. J'ai raccroché, le cœur battant. Pourquoi avais-je appelé? Qu'est-ce que j'espérais entendre? Je ne le savais pas encore, mais quelque chose en moi commençait à se réveiller. Une lucidité froide, une clarté que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Le samedi 9 novembre, le soir de l'anniversaire de Lydiane, je suis passé devant la maison. Je n'avais pas prévu de le faire. Je rentrais d'un dîner chez une amie à Saint-Cloud et mon trajet passait par Neuilly. Je me suis dit que j'allais juste jeter un œil, de loin. Il était 21h, les fenêtres brillaient de 1000 feux. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue, le cœur serré. À travers les rideaux à moitié tirés, je voyais des silhouettes, des rires, des verres levés. Ma maison était pleine de gens que je ne connaissais pas. Et moi, j'étais dehors, dans le froid, observant comme une mendiante regarde un banquet. J'ai failli repartir, mais à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Lydiane est sortie, accompagnée d'une femme blonde. Elle fumait une cigarette sur le perron, mon perron, en riant aux éclats. Je les ai entendus, parfaitement. Franchement, Lydiane, cette maison est un rêve. Tu as tellement de chance. Lydiane a tiré sur sa cigarette, souriante. Je sais, ça nous a pris du temps, mais on a enfin réussi à la convaincre de nous la laisser. La convaincre, comme si c'était une victoire, une manipulation. Et la belle-mère, elle ne vient jamais t'embêter? Lydiane a éclaté de rire. Un rire froid, cristallin. Téline? Oh, elle essaie de temps en temps. Mais j'ai appris à la gérer. Géraudin est tellement malléable quand on sait s'y prendre. Il suffit de lui dire que sa mère est envahissante, et il la tient à distance. Malléable. Mon fils, mon Géraudin, malléable. Tu es terrible, avait ri son ami. Mais je t'admire. Moi, je n'aurais jamais osé. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, avait répondu Lydiane en écrasant sa cigarette. Et moi, je voulais cette maison. Elles sont rentrées. Et moi, je suis restée pétrifiée dans ma voiture. Les mots résonnaient dans ma tête comme des coups de marteau. Malléable. Gérer. Cette maison. J'ai démarré. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli rater un feu rouge. En rentrant chez moi, j'ai pris ma douche. Je me suis brossé les dents. Je me suis couchée. Mais je ne dormais pas. Je fixais le plafond, les yeux grands ouverts, revoyant en boucle la scène sur le perron. Et quelque chose en moi, quelque chose que j'avais enfoui depuis des mois, des années peut-être, a craqué. Le lendemain, dimanche 10 novembre, j'ai essayé une dernière fois. J'ai appelé Géraudin. « Allô? Mon chéri, c'est maman. Est-ce que je pourrais passer te voir aujourd'hui? Juste toi et moi. J'aimerais qu'on parle. » Un soupir. « Maman, c'est pas un bonjour. Lydiane est fatiguée après hier soir. Géraudin, c'est important. S'il te plaît, de quoi tu veux parler? De nous? De ce qui se passe entre nous? J'ai l'impression que tu m'évites, que tu ne m'aimes plus. » Ma voix s'était brisée sur les derniers mots. Il y a eu un silence, long, pesant, puis sa voix, froide comme je ne l'avais jamais entendue. « Maman, arrête ton cinéma. Tu es épuisante, toujours à te plaindre, à vouloir de l'attention. Lydiane a raison, tu es envahissante. Lydiane a raison. Géraudin? Non, maman, j'en ai marre. Marre de tes appels incessants, marre de tes visites surprises, marre de ton regard de victime. Papa est mort, c'est triste, mais la vie continue. Et moi, j'ai le droit de vivre la mienne sans que tu sois constamment dans mes pattes. Dans ses pattes. J'étais dans ses pattes. Mon chéri, je dois y aller. Clic. Il avait raccroché. Pour la première fois de ma vie, mon fils m'avait raccroché au nez. Je suis restée assise sur mon canapé pendant 2 heures, sans bouger, sans pleurer, juste vide. J'ai regardé mes mains. L'alliance brillait à mon doigt. Je l'ai fait tourner lentement, encore et encore. « Philippe !» ai-je murmuré. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mais Philippe ne pouvait pas répondre. Philippe était parti, et j'étais seule avec un fils qui ne me reconnaissait plus. Les jours suivants ont été étranges. Je continuais ma vie. J'allais au marché. Je voyais mes amis. Je lisais. Je regardais la télévision. Mais quelque chose en moi s'était éteint, ou peut-être rallumé différemment. Le 20 novembre, j'ai reçu une lettre de la mairie de Neuilly, une demande de changement d'adresse postale pour la maison, signée par Géraudin et Lydiane. Ils voulaient que tout le courrier concernant la propriété leur soit envoyé directement. Ma propriété, mon courrier. J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur mon bureau, sans répondre. Le 25 novembre, jour de mon anniversaire, j'ai attendu un appel, un message, un signe. À 20h, j'ai reçu un SMS de Géraudin. « Bon anniversaire, maman. On t'embrasse. On t'embrasse. » Pas « je t'embrasse ». On. Comme s'il ne pouvait même plus m'exprimer son affection seul. Comme s'il avait besoin de Lydiane pour valider le moindre geste envers moi. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la dernière fois. Des larmes silencieuses,
assise dans mon fauteuil, face à la fenêtre qui donnait sur Paris illuminé, et j'ai pris une décision. Je ne supplierai plus, je ne courais plus après un fils qui ne voulait plus de moi. Je ne me laisserai plus humilier par une femme qui avait transformé mon enfant en marionnette. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dufresne. « Arnaud, j'ai besoin d'un rendez-vous, le plus vite possible. »« Bien sûr, Téline. Demain 14h, ça vous va ? » ?»« Parfait. Puis-je savoir de quoi il s'agit ?» J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris. Il allait pleuvoir. « Je veux revoir mon testament. » Un silence. « Très bien. Je prépare les documents. » Le 27 novembre, assise dans le bureau feutré de Maître Dufresne, j'ai écouté ses conseils. « Téline, vous êtes sûre de vouloir faire ça ? Géraudin est votre fils unique. Si vous le déshéritez, je ne veux pas le déshériter tout de suite. Pas encore. Je veux juste préparer le terrain, avoir les documents prêts, au cas où quoi ? J'ai tourné mon alliance autour de mon doigt. Au cas où il continuerait à me traiter comme une étrangère. Maître Dufresne m'a regardé longuement. « Je comprends. Je vais préparer 2 versions. L'une où il hérite de tout, l'autre où tout va à des associations caritatives. Vous êtes sûr ? Oui. Les documents ont été préparés, signés, rangés dans une enveloppe scellée. Je ne les ai pas activés. Pas encore. Mais je les avais. Et ça changeait tout. Décembre est arrivé. Paris se parait de ses lumières de Noël. Les vitrines brillaient. Les enfants couraient dans les rues, excités. Et moi, je me préparais. Pas à Noël, à autre chose. Le 20 décembre, j'ai reçu un carton d'invitation par la poste, gravé sur papier crème épais, avec des lettres dorées. Lydiane et Géraudin Moreau vous invitent à fêter Noël en leur demeure, le 25 décembre à 19h. Leur demeure. Ma maison était devenue leur demeure. Et moi, j'étais invitée, comme une simple convive. J'ai posé le carton sur la cheminée, et j'ai souri. Un sourire étrange, froid, parce que j'avais compris quelque chose. J'avais passé 3 ans à me diminuer, à m'excuser d'exister, à mendier l'amour de mon propre fils. Mais cette époque était terminée. Le 28 décembre, quand Lydiane m'a appelé pour me dire que je n'étais pas la bienvenue au réveillon du Nouvel An, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. J'ai juste raccroché. Et j'ai attendu, parce que j'avais un plan. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Le 29 décembre 2024, je me suis réveillée avec une clarté absolue. Une de ces matinées où tout semble soudain évident, où les pièces du puzzle s'assemblent enfin, où on comprend qu'on a été aveugle, mais qu'on voit maintenant avec une précision chirurgicale. J'ai pris mon café debout devant la fenêtre de ma cuisine. Paris était calme. Les gens se préparaient pour les fêtes. Dans 2 jours, ce serait le Nouvel An. Et moi, j'avais un message non lu de Géraudin. Je l'ai ouvert. « Maman, on a besoin d'espace pour les fêtes. Lydiane organise un réveillon intime. On te recontacte après le Nouvel An. Bise, bise. » J'ai relu ce mot 10 fois, 20 fois. Il y a 42 ans, quand Géraudin avait 6 mois et qu'il s'était endormi sur mon épaule après une nuit difficile, je l'avais regardé en me disant « Je donnerai ma vie pour toi. » Et voilà où on en était. Bise. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir. J'ai fini mon café. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau où je gardais mes souvenirs, les photos de Géraudin enfant, les dessins qu'il m'avait faits à l'école primaire, des bonshommes bâtons avec écrit en lettres maladroites « Pour maman que j'aime », les cartes de fête des mères où il avait griffonné des cœurs, les bulletins scolaires, le bracelet en macramé qu'il m'avait offert pour mes 30 ans. J'ai tout étalé sur la table et j'ai réalisé quelque chose de terrible. Ce garçon-là, celui qui m'aimait, n'existait plus. Il n'était pas mort, il avait juste disparu, remplacé par quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un que Lydiane avait façonné à son image. J'ai pensé à ces parasites dont on parle dans les documentaires animaliers, ceux qui s'infiltrent dans le cerveau de leur hôte et modifient son comportement, qui le transforment en marionnette au service de leurs propres besoins. C'était exactement ça. Lydiane était un parasite, et mon fils était devenu son hôte. Cette pensée m'a glacée, mais elle m'a aussi libérée. Parce que si Géraudin n'était plus lui-même, alors ce n'était pas moi qui avais échoué en tant que mère. Ce n'était pas moi qui étais envahissante, étouffante, épuisante. C'était juste qu'on me l'avait volé. J'ai rangé les souvenirs, refermé le tiroir, et j'ai pris mon téléphone. J'ai failli appeler Géraudin, encore une fois, pour lui dire tout ça, pour le supplier de se réveiller, de voir ce que Lydiane lui faisait. Mais j'ai arrêté mon geste. À quoi bon ? Il ne m'écouterait pas. Il me traiterait de folle, de jalouse, de mère possessive qui ne supporte pas que son fils ait une vie. Parce que c'était exactement ce que Lydiane lui avait fait croire. J'ai reposé le téléphone. Non, cette fois, je ne supplierai pas. Cette fois, j'agirai.
L'après-midi même, je suis allée me promener. Pas n'importe où, à Neuilly-sur-Seine, dans mon quartier, celui où se trouvait ma maison. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais mes pas m'y ont conduite naturellement. Il était 15 heures, le ciel était d'un gris perle magnifique. Il faisait froid, mais pas trop. Je me suis arrêtée devant la grille, ma maison. Elle était toujours aussi belle. Les volets bleu nuit que Philippe avait choisis, le lierre sur la façade, le grand marronnier dans le jardin. Mais elle n'était plus à moi. Enfin, légalement, si. Sur le papier, j'étais propriétaire. Mais dans les faits, Géraudin et Lydiane l'avaient reprise, appropriée, colonisée, comme on colonise un territoire qu'on considère vacant. J'allais repartir quand la porte d'entrée s'est ouverte. Lydiane est sortie. Elle portait un manteau en laine camel, un foulard Hermès, des bottines en cuir. Impeccable, comme toujours. Elle m'a vue. Pendant 2 secondes, nos regards se sont croisés. Elle a souri. Un sourire poli, froid. Téline. Quelle surprise. Bonjour Lydiane. Vous vous promenez dans le quartier ? Vous vous promenez dans le quartier. Comme si ce n'était pas mon quartier. Comme si je n'avais pas acheté cette maison avec l'homme que j'aimais il y a 17 ans. Oui, je passais. C'est gentil. Mais vous savez, il vaut mieux prévenir avant de venir. On n'est pas toujours disponible. Il vaut mieux prévenir, pour venir devant chez moi. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle a continué, avec ce ton de fausse bienveillance qu'elle maîtrisait si bien. D'ailleurs, pour le réveillon du Nouvel An, Géraudin vous a expliqué, n'est-ce pas? On préfère rester entre nous cette année. Vous comprenez? Vous comprenez? Non, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas comment une femme que je connaissais depuis 3 ans pouvait me traiter comme une intruse. Je ne comprenais pas comment mon fils laissait faire. Je ne comprenais pas comment j'en étais arrivée là. Oui, ai-je murmuré. Je comprends. Parfait. Bon, je dois y aller. J'ai rendez-vous chez le traiteur pour commander les plateaux. On attend une dizaine de personnes. Une dizaine de personnes. Dans ma maison. Pour le Nouvel An. Sans moi. Elle est partie d'un pas léger, me laissant planter devant la grille comme une mendiante. Je suis rentrée chez moi dans un état second. J'ai monté les escaliers jusqu'à mon appartement. J'ai refermé la porte. Je me suis appuyée contre le mur. Et j'ai eu une révélation. Lydiane ne voulait pas seulement la maison. Elle voulait tout. L'héritage, la position sociale, le nom de famille, l'argent. Elle voulait que Géraudin soit à elle. Complètement. Exclusivement. Et pour ça, il fallait que je disparaisse. Pas physiquement, bien sûr, mais émotionnellement, symboliquement. Il fallait qu'elle me transforme en fantôme, en vieille femme encombrante dont on se débarrasse poliment. Et elle y était presque arrivée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à réfléchir, à me souvenir, à analyser chaque moment, chaque phrase, chaque regard des 3 dernières années. Et j'ai vu comment Lydiane avait procédé. D'abord, elle s'était montrée parfaite, souriante, gentille. Elle m'appelait « belle maman », avec affection. Elle me remerciait pour la maison. Elle me demandait des conseils de cuisine. Puis, petit à petit, elle avait commencé à distiller du poison. Des remarques innocentes à Géraudin. « Ta mère a l'air fatiguée. Tu crois qu'elle va bien? Elle vieillit? Non? » Des suggestions douces. Peut-être qu'on devrait espacer les visites pour ne pas la fatiguer. Des manipulations subtiles. J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas. J'ai dû faire quelque chose de mal. Et Géraudin, qui l'aimait, qui voulait la protéger, qui voulait la rendre heureuse, avait avalé tout ça. Il s'était éloigné de moi sans même s'en rendre compte, parce que Lydiane lui avait fait croire que c'était pour mon bien, pour notre bien, pour l'harmonie familiale. Et moi, comme une idiote, j'avais laissé faire. J'avais accepté les excuses. J'avais espacé mes visites. Je m'étais fait petite, toujours plus petite, jusqu'à devenir invisible. Le 30 décembre au matin, j'ai pris une décision. Je n'irai pas voir Géraudin pour Noël. Je n'essaierai pas de forcer ma présence au réveillon. Je ne supplierai plus. À la place, j'allais attendre le bon moment. Et quand il viendrait, ce moment, j'agirais. L'après-midi, je suis allée me promener au jardin du Luxembourg. C'était un de mes endroits préférés avec Philippe. On y venait souvent, avant sa maladie. On s'asseyait sur un banc près du bassin et on regardait les enfants jouer avec leurs bateaux. Je me suis assise sur notre banc. Il faisait froid. Le jardin était presque vide. J'ai sorti mon téléphone. J'ai regardé mes contacts. Le nom de Géraudin, le numéro que je connaissais par cœur. J'ai failli l'appeler. Mais non, pas aujourd'hui. À la place, j'ai fait défiler mes photos. Il y en avait des centaines. Géraudin bébé, Géraudin enfant, Géraudin adolescent, Géraudin adulte avant Lydiane. Et puis, plus rien. Depuis 3 ans, je n'avais presque aucune photo de lui, parce qu'il n'était plus là. J'ai fermé l'application. J'ai regardé mon alliance. Je l'ai fait tourner lentement autour de mon doigt. « Philippe » ai-je murmuré. « Si tu voyais ce qu'il est devenu. » Mais Philippe ne pouvait pas voir.
Philippe était mort, et moi, j'étais seule pour affronter ça. Le soir du 30 décembre, je me suis préparé un dîner simple. Une soupe de légumes, du pain, un peu de fromage. J'ai mangé devant la télévision. Une émission stupide sur les préparatifs du Nouvel An. À 22h, mon téléphone a vibré. Un message de Géraudin. Mon cœur s'est accéléré. J'ai ouvert. « Maman, juste pour te dire qu'on pense à toi pour demain soir. On espère que tu passeras une bonne soirée. On t'embrasse. On pense à toi. On espère. On t'embrasse. Toujours on. Jamais je. » Comme s'il ne pouvait même plus exprimer un sentiment personnel sans l'aval de Lydiane. J'ai fixé le message pendant 5 minutes, puis j'ai tapé une réponse. Simple, courte. « Merci mon chéri. Passez une belle soirée vous aussi. Je t'aime. Je t'aime. » Je l'avais écrit, même si je savais qu'il ne le lirait peut-être pas vraiment. Même si je savais que Lydiane était probablement à côté de lui, surveillant ses messages. Je l'avais écrit, parce que c'était vrai, malgré tout, malgré la douleur, malgré l'humiliation. J'aimais encore mon fils, mais ça ne suffisait plus. L'amour ne suffit pas quand on vous traite comme une étrangère. L'amour ne suffit pas quand on vous vole votre dignité. L'amour ne suffit pas quand on vous efface. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Philippe était là, assis à côté de moi dans notre lit. Il me regardait avec ses yeux doux. « Téline, disait-il, arrête de souffrir. Mais c'est mon fils Philippe, notre fils, je sais. Mais ce n'est plus le garçon qu'on a élevé. Pas pour l'instant. Qu'est-ce que je dois faire ?» Il souriait, ce sourire triste et tendre que je connaissais si bien. « Ce que tu sais déjà faire, te respecter. » Je me suis réveillée en larmes. Il était 6h du matin, le 31 décembre 2024, le dernier jour de l'année, et peut-être le dernier jour de ma patience. Le 31 décembre 2024 restera gravé dans ma mémoire comme le jour où j'ai cessé d'être une victime. Je me suis levée à 7h, j'ai pris une douche, je me suis habillée avec soin, un chemisier en soie ivoire, un pantalon de laine gris anthracite. J'ai relevé mes cheveux en chignon, j'ai mis du rouge à lèvres, un bordeaux discret. En me regardant dans le miroir, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un d'autre, une femme que je ne connaissais pas encore, une femme qui refusait de disparaître. J'ai préparé mon petit déjeuner. Café noir, tartines beurrées, confiture d'abricot. J'ai pris mon temps. Chaque geste était précis, calme. Dehors, Paris se préparait pour la fête. Les boulangeries vendaient leurs dernières bûches. Les fleuristes proposaient des bouquets de gui et de houx. Les enfants couraient dans les rues, excités par la perspective de veiller jusqu'à minuit. Moi, je savais que je passerais la soirée seule. Et curieusement, ça ne me faisait plus mal. Ou plutôt, la douleur s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de dur, de cristallin. Une résolution. Vers 10h, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché. « Allô, Madame Dorval ? C'est Maître Dufresne, mon notaire. Arnaud, tout va bien ? Oui, oui. Je voulais juste vous souhaiter une bonne année à l'avance. Et vérifier quelque chose. Les documents dont nous avons parlé le 27 novembre. Vous les avez toujours ? Oui. Ils sont dans mon coffre personnel. Parfait. Et vous êtes toujours certaine de vouloir les conserver ? Vous savez, c'est une décision importante. Irréversible si vous l'activez. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était blanc. Il allait peut-être neiger ? Je suis certaine. Très bien. Dans ce cas, je vous souhaite une belle soirée, Téline. Et prenez soin de vous. Merci, Arnaud. Vous aussi. J'ai raccroché. Les documents. 2 versions de mon testament. Une où Géraudin héritait de tout. Une autre où tout allait à des œuvres caritatives. Je ne les avais pas activées, pas encore. Mais savoir qu'ils existaient, c'était réconfortant. C'était du pouvoir. Un pouvoir dont j'ignorais encore quoi faire. Vers midi, je suis sortie acheter de quoi manger pour le soir. Rien d'extravagant. Du saumon fumé, du foie gras, quelques toasts, une bouteille de champagne, un réveillon pour une personne. En passant devant une bijouterie, je me suis arrêtée. Dans la vitrine, il y avait des alliances, des bagues de fiançailles, des bijoux pour célébrer l'amour. J'ai regardé ma propre alliance, celle que Philippe m'avait offerte il y a 38 ans. L'or blanc était usé, le métal fin par endroits. Mais elle tenait bon. Comme moi, je suis rentrée chez moi vers 14h. J'ai rangé mes courses, préparé le plateau pour le soir, mis la bouteille au frais. Puis je me suis assise dans mon salon. Et j'ai attendu. Attendu quoi ? Je ne savais pas vraiment. Un appel, peut-être. Un message. Un signe quelconque que mon fils pensait encore à moi. 15h, rien. 16h, rien. 17h, rien. À 18h, j'ai reçu un message. De Géraudin. Mon cœur a bondi. Maman, bonne année à l'avance. On pense fort à toi. On espère te voir bientôt. Bisous. On pense fort à toi. On espère te voir bientôt. Pas, je passe te voir demain. Pas, appelle-moi quand tu veux. Juste, on espère te voir bientôt. Du vent, des mots vides qui ne voulaient rien dire.
J'ai fixé le message pendant 5 bonnes minutes, puis j'ai tapé une réponse. Merci mon chéri. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Profitez bien de votre maison. Votre maison. J'avais bien écrit votre maison, avec tout le poids que ces mots portaient. J'ai envoyé. Il a répondu immédiatement. Merci maman. Un cœur, un emoji. C'était devenu ça, notre relation. Des emojis et des phrases creuses. J'ai posé le téléphone. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Ça suffit, Téline. Ça suffit. À 19h, j'ai allumé la télévision. Une émission spéciale Réveillon. Des célébrités qui riaient, chantaient, faisaient semblant d'être heureuses. Je l'ai éteinte au bout de 10 minutes. Le silence était préférable. J'ai mis de la musique, du Chopin, les nocturnes, ceux que Philippe aimait. La musique a rempli l'appartement. Douce, mélancolique, parfaite. À 20h, j'ai ouvert le champagne. Je me suis servi un verre, j'ai sorti le saumon fumé, le foie gras, les toasts, j'ai dressé une belle table, nappe blanche, serviette en lin, vaisselle fine, parce que même seule, je méritais de la dignité. J'ai mangé lentement, en silence, en pensant à tous les réveillons passés, avec Philippe, avec Géraudin enfant, avec la famille, les rires, les conversations, la chaleur, tout ça était fini. À 22h, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai regardé Instagram, Facebook, les réseaux sociaux que je consultais rarement. Et là, je les ai vus. Lydiane avait posté une story, une photo de la table du réveillon, magnifiquement dressée, des bougies, des fleurs, des assiettes élégantes. En légende, réveillon à la maison avec mes amours, prête à accueillir 2025. À la maison, mes amours, ma maison, mon fils, transformé en sa propriété personnelle. J'ai continué à faire défiler. Une autre story. Lydiane et Géraudin qui trinquaient. Ils souriaient. Ils avaient l'air heureux. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai fermé l'application. Mes mains tremblaient. Mais ce n'était plus de la tristesse. C'était de la rage. Une rage froide, contrôlée. La rage de celle qui a tout donné et qui s'est fait tout prendre. À 23h, je me suis levé. J'ai fait les 100 pas dans mon salon. La musique jouait toujours. Chopin. Nocturne. Opus 9 numéro 2. Philippe adorait ce morceau. C'est triste mais beau, disait-il, comme la vie. J'ai tourné mon alliance autour de mon doigt, encore, et j'ai pensé à ce que Lydiane m'avait volé. Pas seulement la maison, mon fils, ma dignité, ma place dans ma propre famille. Et pendant qu'elle fêtait le réveillon dans ma propriété, entourée de ses amis, dans ma salle à manger, avec mes meubles, moi, j'étais seule, interdite, exclue, effacée. 23h30. Dehors, les premiers pétards commençaient à éclater. Les gens criaient, riaient, anticipaient minuit. Moi, j'étais assise sur mon canapé, un verre de champagne à moitié vide à la main. Et j'ai pris une décision terrible, radicale. Une décision que je n'aurais jamais cru prendre il y a encore un an. Mais voilà, on ne devient pas méchante. On devient juste, lucide. 23h45. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon compte Instagram. Celui que je n'utilisais presque jamais. Quelques photos de voyage, des paysages, rien de personnel. J'avais 423 abonnés. Des amis, des anciens collègues, de la famille éloignée. Pas grand-chose, mais assez. J'ai ouvert une nouvelle publication. J'ai pris mon téléphone. J'ai cherché dans mes photos. La maison de Neuilly. Une photo que j'avais prise il y a des années, quand Philippe et moi venions d'emménager. Belle, lumineuse, pleine de promesses. J'ai sélectionné la photo. Je l'ai téléchargée. Et j'ai commencé à écrire. Mes doigts tremblaient sur le clavier. Mais les mots venaient facilement. Trop facilement. Comme s'ils attendaient depuis des mois de sortir. 23h50. J'ai relu ce que j'avais écrit. C'était parfait, précis, clair, sans ambiguïté. J'ai regardé le bouton « Publier ». Mon doigt est resté en suspens au-dessus. Tu es sûre, Téline? Une fois que tu auras fait ça, il n'y aura plus de retour en arrière. 23h55. Dehors, les cris s'intensifiaient. Le compte à rebours approchait. J'ai regardé par la fenêtre. Paris brillait de 1000 feux. Des familles, des amis, des couples, tous ensemble. Et moi, seule, parce qu'on m'avait mise à l'écart. 23h59. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Philippe. Respecte-toi, Téline. J'ai pensé à Géraudin enfant. Quand je serai grand, je te protégerai toujours, maman. J'ai pensé à Lydiane. Il suffit de lui dire que sa mère est envahissante et il la tient à distance. Minuit. Les feux d'artifice ont éclaté. Paris a explosé de joie. 2025 était là. Et moi, assise dans mon salon, j'ai appuyé sur le bouton. Publier. La photo est apparue sur mon fil. La maison de Neuilly. Magnifique. Et en légende,
Après mûre réflexion, j'ai décidé de faire don de ma maison de Neuilly-sur-Seine à la Fondation Abbé Pierre pour aider les sans-abri. Cette demeure qui m'a tant donné servira désormais à ceux qui n'ont rien. Merci à tous ceux qui comprendront ce choix du cœur. Bonne année 2025. J'ai posé le téléphone. Mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce que je venais de faire? 5 secondes, 10 secondes, le premier like, puis un autre, puis un commentaire. Magnifique geste, Téline. Bravo, puis un autre. Quelle générosité. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. Les notifications commençaient à affluer. Et moi, je fixais l'écran, hypnotisé. Qu'est-ce que je venais de faire? Minuit 15. J'ai ouvert ma messagerie. J'ai cherché le contact de Maître Dufresne. J'ai écrit « Arnaud, bonne année. J'ai besoin que vous procédiez à une modification urgente de mon testament. Avec effet immédiat. Je vous appelle demain matin 1er heure pour les détails. Téline. Envoyé. » Puis j'ai ouvert un autre message, pour Maître Dufresne également. PS. Je souhaite également déshériter formellement mon fils Géraudin Dorval. Tout devra aller à des œuvres caritatives. Merci de préparer les documents. Envoyé. C'était fait. En 15 minutes, j'avais changé le cours de tout. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient. Mon cœur cognait dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu viens de faire, Téline? Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai levé mon verre de champagne, seul dans mon salon, face à Paris qui brillait. Et j'ai murmuré « Bonne année, Lydiane. J'espère que tu as passé une belle soirée. » Puis, j'ai bu. Après avoir envoyé les messages à Maître Dufresne, je suis restée assise dans mon salon pendant 1 heure, immobile, le téléphone posé sur mes genoux. Les notifications continuèrent d'affluer. Ting, 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 chaque like, chaque commentaire, chaque partage. Mon post était en train de se propager, comme un virus, ou comme une vérité qu'on ne peut plus arrêter. Et ce magnifique geste de solidarité. Bravo, Madame Dorval, le monde a besoin de plus de générosité. Quelle belle âme vous avez. Des inconnus, des amis lointains, des anciennes collègues du lycée Henri IV où j'avais enseigné pendant 30 ans. Tout le monde me félicitait. Personne ne savait la vérité. Personne ne savait que ce n'était pas un geste de générosité. C'était un geste de guerre. À 1 heure du matin, j'ai éteint les notifications. Je ne pouvais plus supporter ce bruit constant. Ce flux incessant de validation pour quelque chose que je n'avais pas encore vraiment fait. Parce que la vérité, c'était que je mentais. Je n'avais pas encore fait don de la maison. Je n'avais même pas contacté la Fondation Abbé Pierre. C'était juste une annonce, une déclaration publique, une bombe. Mais une bombe qui allait exploser au visage de Géraudin et Lydiane dès qu'ils ouvriraient leur téléphone. Et ça allait arriver très bientôt. J'ai regardé l'heure. 1h15 du matin. Ils étaient probablement encore en train de faire la fête, de rire avec leurs invités, de trinquer à la nouvelle année, sans savoir que leur monde était en train de s'effondrer. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Mais tout ce que je ressentais, c'était du vide. Un vide immense, froid. Comme si en appuyant sur ce bouton « Publier », j'avais aussi coupé quelque chose en moi. Un lien invisible, un espoir. L'espoir que mon fils redevienne un jour celui qu'il était. Je me suis levée. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis couchée, tout habillée. Et j'ai attendu. Le sommeil ne venait pas. Je fixais le plafond, les yeux grands ouverts. Mon téléphone était posé sur la table de nuit, silencieux maintenant. Mais je savais qu'il ne le resterait pas longtemps. 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures. À 4h30, j'ai fini par m'assoupir. Un sommeil agité, plein de rêves étranges. Philippe qui me regardait avec tristesse. Géraudin enfant qui pleurait. La maison de Neuilly qui s'effondrait. Je me suis réveillée en sursaut à 6h05, le cœur battant. Mon téléphone vibrait. Encore, encore, encore. Des appels manqués. 17. Tous de Géraudin. Tous entre 5h45 et 6h. Et des messages. Des dizaines. Maman, rappelle-moi immédiatement. C'est quoi cette publication? Tu as perdu la tête? Rappelle-moi maintenant. Maman, on doit parler, c'est urgent. Tous en majuscules. Tous paniqués. Ils avaient vu. Ils savaient. J'ai regardé ces messages pendant 5 bonnes minutes, sans bouger, sans répondre. Savouring ce moment, ce renversement de pouvoir. Pour la première fois depuis 3 ans, ce n'était plus moi qui suppliais, c'était eux. 6h15, on a sonné à ma porte, fort, insistant. Puis, des coups, violents. Maman, maman, ouvre! La voix de Géraudin. Je me suis levée lentement. J'ai enfilé ma robe de chambre. J'ai passé mes mains dans mes cheveux. Et j'ai pris mon temps. Maman, je sais que tu es là. Ouvre cette porte. J'ai traversé l'appartement calmement. Chaque pas mesuré. Chaque geste contrôlé. J'ai posé ma main sur la poignée. J'ai respiré profondément. Et j'ai ouvert. Géraudin était là, échevelé, les yeux rouges. Il portait encore ses vêtements de la veille. Une chemise froissée, un pantalon de costume,
Derrière lui, Lydiane, en manteau par-dessus ce qui ressemblait à une robe de soirée. Pas de maquillage, les cheveux défaits. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'était pas parfaite, elle était terrifiée. « Maman » a soufflé Géraudin. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je les ai regardés tous les deux, calmement. « Bonjour, Géraudin. Bonjour, Lydiane. Vous voulez entrer ?»« Entrer » a explosé Géraudin. « Tu as annoncé sur les réseaux sociaux que tu donnais la maison. Notre maison. Notre maison. » J'ai souri. Un sourire froid. « Ta maison, Géraudin ? Je crois que tu te trompes. C'est ma maison. Légalement. Administrativement. Et j'ai le droit d'en faire ce que je veux. » Lydiane s'est avancée. Pour la première fois, sa voix tremblait. « Téline, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ?» J'ai ri. Un rire sans joie. « Vous voulez vraiment que je réponde à cette question, Lydiane ? Vraiment ? Maman, s'il te plaît, » a supplié Géraudin. « S'il te plaît, il doit y avoir une erreur. Tu ne peux pas faire ça. On vit dans cette maison. On y a construit notre vie. Votre vie, » ai-je répété doucement. « Et moi, Géraudin, où est-ce que je suis dans votre vie ?» Un silence. Tu es ma mère. Vraiment ? Parce qu'hier soir, pour le réveillon du Nouvel An, je n'étais pas invitée dans ma propre maison. Maman, ne dis rien, Géraudin. S'il te plaît, ne me mens pas en plus. Je me suis reculée. Je les ai laissés entrer. Ils sont entrés comme des condamnés marchant vers l'échafaud. Géraudin s'est effondré sur mon canapé. Lydiane est restée debout, les bras croisés, le visage blanc. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert Instagram. Regardez. 1234 likes, 387 commentaires, 152 partages. J'ai fait défiler les commentaires. Écoutez ce qu'on dit. Quelle générosité, quel beau geste. Le monde a besoin de plus de gens comme vous, Madame Dorval. Géraudin avait la tête entre les mains. Maman, tu ne peux pas faire ça, s'il te plaît. On n'a nulle part où aller. Nulle part où aller ? Tu es ingénieur chez Thales, Géraudin. Tu gagnes un excellent salaire. Lydiane travaille dans la communication. Vous pouvez louer un appartement, comme tout le monde. Lydiane s'est approchée. Elle essayait de garder son calme, mais je voyais ses mains trembler. Téline, je sais qu'on a peut-être été maladroit, mais on peut arranger ça. On peut vous inviter plus souvent, vous faire une clé, organiser des dîners ensemble, vous faire une clé pour ma propre maison. C'est gentil, Lydiane, mais c'est trop tard. Trop tard ? A crié Géraudin en se levant. Qu'est-ce que ça veut dire, trop tard ? Défais cette publication, appelle la fondation et dis-leur que c'était une erreur. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une erreur, Géraudin. C'était une décision réfléchie. Il me regardait comme s'il ne me reconnaissait pas. Tu es devenue folle, ces mots. Les mêmes que Lydiane avait probablement utilisés pendant des mois pour me décrire. Non, mon chéri, je ne suis pas folle. Je suis juste lucide. J'ai posé mon téléphone. Vous m'avez exclu, méthodiquement, consciencieusement. Pendant 3 ans, vous m'avez fait sentir que j'étais de trop, que j'étais encombrante, que j'étais vieille et pathétique. Maman, ce n'est pas vrai. Si, ai-je crié. Si, Géraudin, c'est vrai, et tu le sais. Ma voix s'était brisée. Tu sais combien de fois je t'ai appelé ces 6 derniers mois ? 43 fois. Tu sais combien de fois tu m'as rappelé ? 7. 7 fois, Géraudin. Il baissait la tête. Tu sais combien de fois je suis passée devant la maison, ma maison, en espérant te voir ? Trop de fois pour que je les compte. Lydiane a ouvert la bouche, mais je l'ai coupée. Et toi, Lydiane, toi qui as dit à ton ami, le 9 novembre, sur le perron de ma maison, que Géraudin était malléable et qu'il suffisait de lui dire que j'étais envahissante pour qu'il me tienne à distance. Son visage est devenu livide. Vous étiez là ? Oui, j'étais là, dans ma voiture, à observer ma propre maison comme une voleuse, parce que vous m'aviez transformée en ça, en intruse. Le silence était assourdissant. Géraudin me regardait, les yeux remplis de larmes. Maman, Tu quoi, Géraudin ? Tu es désolé ? Tu ne savais pas ? Il ne répondait pas. Tu savais, tu as toujours su, mais tu as choisi. Tu as choisi Lydiane, tu as choisi le confort, tu as choisi de me sacrifier. Ce n'est pas vrai. Si, c'est exactement ça. Je me suis approchée de lui. Et maintenant, vous voulez que j'annule tout ? Que je fasse comme si rien ne s'était passé ? Que je continue à me taire pendant que vous vivez dans ma maison en me traitant comme une étrangère ? Lydiane s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas calculées, pas manipulatrices. Elle avait peur. S'il vous plaît, Téline, s'il vous plaît, on fera tout ce que vous voulez. Mais ne nous enlevez pas la maison. J'ai regardé cette femme qui m'avait volé mon fils. Cette femme qui m'avait humiliée pendant 3 ans. Cette femme qui pleurait maintenant parce qu'elle perdait ce qu'elle m'avait pris. Et je n'ai ressenti aucune pitié. Non, maman, non, Géraudin.
J'ai tourné mon alliance autour de mon doigt. J'ai aussi envoyé un message à Maître Dufresne cette nuit. Je l'ai chargé de modifier mon testament. Tu n'hérites plus de rien, tout ira à des œuvres caritatives. Le choc sur son visage. Tu me déshérites? Oui, mais je suis ton fils. Tu l'étais, Géraudin. Tu l'étais. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Et moi, je restais là, debout, droite, sans fléchir. Vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour quitter la maison. Ensuite, je lance les procédures légales. Maman, non, c'est terminé, Géraudin. Vous avez gagné. Vous m'avez fait disparaître. Alors maintenant, disparaissez de ma vie. Lydiane sanglotait. Géraudin me regardait avec des yeux de petit garçon perdu. Mais je ne cédais pas. Partez maintenant. Maman, partez. Ils sont partis. Lydiane en premier, titubant presque. Géraudin en dernier, se retournant une dernière fois. Maman, je t'en prie. J'ai fermé la porte. Et je me suis effondré contre le mur. Les larmes sont venues, violentes, incontrôlables. Parce que même si c'était juste, même si c'était mérité, je venais de perdre mon fils. Pour de bon cette fois. Après leur départ, je suis restée assise sur mon canapé pendant des heures. Le silence de l'appartement était total, oppressant. Dehors, Paris se réveillait doucement du réveillon. Les rues étaient calmes. Le 1er janvier était toujours ainsi. Une journée de repos, de gueule de bois, de lendemain difficile. Pour moi, c'était le premier jour d'une nouvelle vie. Une vie sans mon fils. J'ai regardé mon téléphone. Les notifications continuaient. 800 nouveaux commentaires. 200 partages supplémentaires. Mon geste faisait le tour des réseaux sociaux. Inspirant. Quelle leçon d'humanité. J'aimerais avoir son courage. Ils ne savaient rien. Ils applaudissaient un mensonge. Parce que la vérité, c'est que je n'avais pas encore contacté la Fondation Abbé Pierre. Je n'avais fait aucune démarche concrète. J'avais juste appuyé sur un bouton et détruit ma famille. Vers midi, j'ai reçu un appel de Maître Dufresne. Téline, j'ai reçu vos messages de cette nuit. Oui, vous êtes sûr de vouloir procéder ainsi? Absolument. Un silence. Téline, je vous connais depuis 25 ans. Je dois vous demander, est-ce que tout va bien? Mieux que jamais, Arnaud. Déshériter votre fils unique, c'est une décision lourde de conséquences. Je sais. Et cette annonce publique sur les réseaux sociaux, vous réalisez que ça va créer des attentes, des obligations légales potentielles? J'ai fermé les yeux. Que voulez-vous dire? Si vous annoncez publiquement faire don d'un bien, certaines associations pourraient considérer cela comme un engagement moral, voire légal selon comment c'est formulé. Mon cœur s'est serré. Donc, je dois vraiment le faire? Pas nécessairement. Mais si vous ne le faites pas, vous risquez d'être accusé de manipulation, voire d'escroquerie morale. Les réseaux sociaux n'oublient rien, Téline. J'avais piégé moi-même. En voulant punir Lydiane et Géraudin, je m'étais enfermé dans une situation dont je ne pouvais plus sortir. Je vois. Voulez-vous que je contacte la Fondation Abbé Pierre pour explorer les options? Oui, faites-le. J'ai raccroché, la gorge serrée. Qu'avais-je fait? Les jours suivants ont été étranges. Géraudin m'appelait, 10 fois par jour, 15, 20. Je ne répondais jamais. Les messages s'accumulaient. Maman, s'il te plaît, on doit parler. Je suis désolé pour tout. Laisse-moi au moins m'expliquer. Maman, je t'en supplie. Pour la première fois, c'était lui qui suppliait. Le 3 janvier, Lydiane m'a écrit un long message, différent des autres. Téline, je sais que vous me détestez. Je le comprends. J'ai été horrible avec vous. J'ai manipulé Géraudin. J'ai voulu cette maison plus que tout. Et j'ai tout détruit pour l'obtenir. Je ne vous demande pas de me pardonner. Juste, ne punissez pas Géraudin pour mes erreurs. Il vous aime. Vraiment. Je l'ai juste aveuglé. S'il vous plaît. J'ai lu ce message 10 fois. C'était la première fois que Lydiane reconnaissait quelque chose. Mais était-ce sincère? Ou juste une nouvelle manipulation? Je n'ai pas répondu. Le 5 janvier, Maître Dufresne m'a rappelé. Téline, j'ai parlé avec la Fondation Abbé Pierre. Ils sont très intéressés par votre don. Ils voudraient vous rencontrer. Mon sang s'est glacé. Déjà, votre publication a fait beaucoup de bruit. Ils veulent officialiser le don le plus vite possible. Pour des raisons de communication aussi. Téline, si vous avez des doutes, c'est le moment de le dire. Des doutes? J'en avais des milliers. Non, pas de doute. Allons-y. Le 8 janvier, j'ai rencontré les représentants de la Fondation. 2 personnes chaleureuses, pleines d'espoir. Madame Dorval, votre geste est extraordinaire. Cette maison pourra accueillir 6 familles en difficulté. Vous changez des vies. 6 familles. Des gens qui n'avaient rien, pendant que mon fils perdait tout. Je suis heureuse de pouvoir aider. Les documents seront prêts dans 1 semaine. Nous organiserons une petite cérémonie de signature si vous le souhaitez. Une cérémonie publique, médiatisée.
J'étais prise au piège. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé Géraudin devant ma porte, assis sur les marches, la tête entre les mains. Il avait maigri. Ses yeux étaient cernés. « Maman, Géraudin, je t'ai dit de ne plus venir. Je sais, mais je devais essayer. Une dernière fois. » Il s'est levé. Il tremblait. « Maman, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai été un fils horrible, que j'ai laissé Lydiane te blesser, que je t'ai abandonné. » Les larmes coulèrent sur son visage. « Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. Pas la maison, pas le testament. » J'ai détourné les yeux. « C'est trop tard. » « Non, ce n'est jamais trop tard. »« Si, Géraudin, le 8 janvier, j'ai rencontré la fondation. Les papiers sont en préparation. Dans une semaine, ce sera officiel. » Il s'est effondré, littéralement, à genoux sur le palier. « Maman, je t'en supplie. » C'était insupportable. « Relève-toi, Géraudin. »« Non, pas tant que tu ne m'auras pas écouté. Je t'écoute. Papa m'avait fait promettre de prendre soin de toi, le jour où il est mort. Il m'a fait promettre, et j'ai tout raté. Philippe. Mon Philippe qui lui avait fait promettre. Alors pourquoi, Géraudin? Pourquoi tu m'as abandonné? Parce que j'étais faible, parce que Lydiane, elle me faisait sentir important, aimé. Et toi tu m'aimais quoi qu'il arrive. Alors j'ai cru que je pouvais te négliger sans te perdre. » Il sanglotait maintenant. « Je suis désolée, maman, tellement désolée. J'ai tourné mon alliance autour de mon doigt et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai tendu la main. Je l'ai aidé à se relever. Rentre chez toi, Géraudin. Maman, la maison sera donnée. Le testament est changé. C'est fini. Alors, tu ne me pardonneras jamais? » J'ai regardé ce garçon de 42 ans qui pleurait comme un enfant. « Je ne sais pas, Géraudin. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. » Il est parti, les épaules basses. Et moi, je suis rentrée dans mon appartement vide, seule avec ma décision, seule avec mes regrets, seule avec cette alliance qui tournait autour de mon doigt. Le 15 janvier 2025, j'ai signé les papiers. Dans le bureau feutré de Maître Dufresne, entouré de représentants de la Fondation Abbé Pierre, j'ai apposé ma signature au bas du document qui transférait la propriété de ma maison de Neuilly-sur-Seine. Ma main tremblait légèrement, mais j'ai signé. « Madame Dorval, » a dit la directrice de la Fondation, « vous ne pouvez pas imaginer ce que ce geste représente pour nous, pour les familles que nous allons aider. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Nous organisons une conférence de presse demain, pour officialiser le don. Vous serez présente? » « Oui. » En sortant du bureau, j'ai trouvé Géraudin qui m'attendait dans la rue. Il avait encore maigri. Ses traits étaient tirés. « Maman, tu l'as fait. »« Oui. On doit partir dans 2 semaines. On a trouvé un appartement à Boulogne. Petit. 2 pièces. 2 pièces. Pour un couple qui vivait dans une maison de 180 mètres carrés avec jardin. C'est bien. » Lydiane est effondrée. Elle ne dort plus. Elle ne mange plus. Je n'ai rien dit. « Maman, je sais que tu ne me crois pas, mais elle regrette. Vraiment. Géraudin, arrête. » Non, écoute-moi. Elle m'a avoué tout ce qu'elle avait fait. Les manipulations, les mensonges. Comment elle t'avait isolé de moi. J'ai levé les yeux vers lui. Et qu'est-ce que ça change maintenant? Rien, je sais, mais je voulais que tu saches que j'avais compris, que je voyais enfin. Trop tard, toujours trop tard. Prends soin de toi, Géraudin. Je suis partie. Le 16 janvier, la conférence de presse a eu lieu, dans un petit hôtel particulier du 7e arrondissement. Des journalistes, des caméras. Des questions. « Madame Dorval, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce don extraordinaire ?» J'ai souri. Un sourire que j'avais répété devant le miroir. La solidarité. Le besoin d'aider ceux qui n'ont rien. Mensonge. « Avez-vous des enfants qui auraient pu hériter de cette propriété ?» Mon cœur s'est serré. J'ai un fils, mais j'ai choisi une autre voie. Une voie qui me semblait plus juste. Les photos ont été prises. L'article est sorti le lendemain dans Le Parisien. Une sexagénaire parisienne fait don de sa maison de 3 millions d'euros aux sans-abri. 3 millions. C'était la valeur estimée de la maison. 3 millions d'euros que Géraudin ne verrait jamais. Les jours suivants, quelque chose d'étrange s'est produit. Des gens ont commencé à me reconnaître dans la rue. « Vous êtes Madame Dorval? Quel beau geste. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes une inspiration. » J'étais devenue une héroïne, moi qui avais agi par vengeance. Le 20 janvier, Géraudin m'a envoyé une photo. Des cartons, partout dans la maison. On déménage dans 5 jours. Je voulais que tu le saches. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Les meubles que Philippe et moi avions choisis. Les murs où nous avions accroché nos souvenirs. Tout ça allait disparaître. Et à la place, des familles que je ne connaissais pas. Était-ce vraiment ce que je voulais? Le 23 janvier, j'ai reçu une lettre. Une enveloppe blanche, écriture manuscrite, de Lydiane. J'ai hésité à l'ouvrir, puis je l'ai fait. « Chère Téline, je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Pendant 3 ans,
J'ai été la pire belle-fille qu'on puisse imaginer. J'ai été jalouse, manipulatrice, cruelle. J'ai vu en vous une menace, une femme forte que Géraudin admirait, et je ne supportais pas de partager son amour. Alors, je vous ai effacé, méthodiquement, sans pitié. Aujourd'hui, je paie le prix de mes actes. Nous perdons tout. Mais le pire, c'est que Géraudin vous a perdu. Et je sais que c'est ma faute. Je sais aussi que cette maison, pour vous, c'était plus qu'une propriété. C'était Philippe, c'était vos souvenirs, c'était votre vie. Je vous l'ai volé, et maintenant, personne ne l'aura. Je suppose que c'est ça, la justice, Lydiane. J'ai replié la lettre, les mains tremblantes, parce qu'elle avait raison. Personne n'aurait la maison, ni eux, ni moi, ni même les souvenirs qu'elle contenait. J'avais tout détruit. Pour punir 2 personnes, j'avais sacrifié ce que j'avais de plus cher. Le 25 janvier au matin, Maître Dufresne m'a appelé. Téline, Géraudin et Lydiane ont officiellement quitté la maison hier. Les clés ont été remises à la fondation. Bien. Et votre nouveau testament est validé. Tout est en ordre. Tout était en ordre. Géraudin déshérité. La maison donnée. Ma vengeance accomplie. Alors pourquoi je me sentais si vide? Merci, Arnaud. Téline, est-ce que vous allez bien? Oui. Pourquoi? Parce que vous avez gagné cette guerre, mais vous avez l'air d'avoir tout perdu. J'ai raccroché sans répondre. Parce qu'il avait raison. J'avais gagné. Mais qu'est-ce que j'avais vraiment gagné? Ce soir-là, assise dans mon salon, j'ai regardé les photos sur mon téléphone. Géraudin enfant, la maison, Philippe, tout ce qui n'existait plus. J'ai tourné mon alliance autour de mon doigt, et j'ai compris quelque chose. La vengeance ne guérit pas, elle ne répare rien, elle détruit juste différemment. Lydiane et Géraudin avaient perdu la maison. Mais moi, j'avais perdu mon fils. Et ça, aucune justice poétique ne pourrait jamais le réparer. Février 2025 est arrivé avec un froid mordant. Paris était gris, silencieux, comme engourdi. Moi aussi, j'étais engourdi. Les jours passaient, je me levais, je me couchais. Entre les deux, j'existais à peine. La fondation m'envoyait des nouvelles régulières. Les travaux d'aménagement avançaient. 6 familles allaient bientôt emménager. Des enfants allaient jouer dans le jardin où Géraudin avait joué. Je lisais ces messages sans émotion. Le 5 février, une amie m'a appelé, Sylvie, une ancienne collègue du lycée Henri IV. Téline, je viens de voir ton fils. Mon cœur s'est arrêté. Où? Au supermarché de Boulogne. Il avait l'air épuisé, perdu. Il ne m'a même pas reconnu. Je vois. Téline, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'est compliqué. On dit que tu as fait don de ta maison, que Géraudin a tout perdu. On dit beaucoup de choses. C'est vrai? J'ai fermé les yeux. Oui, c'est vrai. Un silence. Mon Dieu, Téline. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu en arrives là? Il m'a oublié, Sylvie. Tout simplement. Le 10 février, j'ai croisé Lydiane par hasard, rue de Passy, devant une boulangerie. Elle était méconnaissable, amaigrie, les cheveux mal coiffés, pas de maquillage. Nos regards se sont croisés. Elle a hésité, puis elle s'est approchée. Téline, Lydiane. Je voulais vous dire, sa voix tremblait. Géraudin ne va pas bien. Il ne dort plus. Il ne mange presque plus. Il se sent tellement coupable. C'est son problème. Téline, s'il vous plaît. Je sais que j'ai tout détruit. Mais lui, il vous aime. Vraiment. J'ai regardé cette femme qui m'avait tant fait souffrir. Elle pleurait maintenant. Il a démissionné de son travail. Mon sang s'est glacé. Quoi? Il ne supportait plus. La honte. Les collègues qui avaient vu l'article. Il a donné sa démission la semaine dernière. Géraudin, sans travail. Et vous? J'ai été licencié. Mon entreprise a dit que mon image nuisait à leur réputation. Le karma, naturel, implacable. Je suis désolée pour vous. Non, ne le soyez pas. On le mérite. Elle a essuyé ses larmes. Mais Géraudin, lui, il ne mérite pas de se détruire comme ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Lydiane? Juste, appelez-le, une fois, pour qu'il sache que vous existez encore, que vous n'êtes pas morte pour lui. Elle est partie, me laissant seule avec mes pensées. Ce soir-là, j'ai failli appeler Géraudin, mon téléphone à la main, son nom sur l'écran, mais je n'ai pas pu, pas encore. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, j'ai reçu un colis. Pas de nom d'expéditeur. À l'intérieur, une petite boîte. Et dedans, le train électrique, celui que j'avais acheté en octobre 2024. Celui que Lydiane avait refusé, avec un mot de Géraudin. Maman, je l'ai gardé tout ce temps, parce que même quand je te repoussais, je savais que tu pensais à moi. Je suis désolée de ne pas avoir su te protéger comme papa me l'avait demandé. Je t'aime, même si tu ne peux plus m'aimer, Géraudin. J'ai serré le train contre moi, et j'ai pleuré, pour la première fois depuis des semaines. Pas de colère, pas de vengeance, juste de la tristesse. Le 20 février,
j'ai reçu un appel de Maître Dufresne. Téline, j'ai des nouvelles. La Fondation organise une inauguration officielle de la maison le 28 février. Ils voudraient que vous soyez présente, pour rencontrer les familles. Je ne sais pas. C'est important pour eux. Et peut-être, pour vous aussi. Le 28 février est arrivé. J'ai pris un taxi jusqu'à Neuilly. Devant la maison, ma maison, il y avait des ballons, des guirlandes, des enfants qui couraient. Une jeune femme s'est approchée. Elle tenait un bébé dans ses bras. « Vous êtes Madame Dorval ?»« Oui, je ne sais pas comment vous remercier. Sans vous, on serait encore à la rue. Mon fils, il a maintenant une chambre, un jardin où jouer. » Les larmes coulaient sur ses joues. « Vous avez changé notre vie. » J'ai regardé cet enfant, ses yeux innocents, et j'ai compris quelque chose. Ma vengeance avait détruit ma famille. Mais elle avait aussi sauvé d'autres familles. Le karma n'était pas que punition, c'était aussi équilibre. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai écrit un message à Géraudin. J'ai reçu le train. Merci. Court, simple, mais c'était un début. 3 minutes plus tard, il a répondu. Maman, merci, merci de répondre. Je n'ai rien répondu de plus, mais j'avais fait un pas, un tout petit pas, vers, je ne savais pas quoi encore, pas le pardon, pas la réconciliation, juste l'acceptation que la vie continue, que le karma fait son œuvre et que parfois, les blessures les plus profondes laissent des cicatrices qui ne disparaissent jamais, mais qui nous apprennent à vivre différemment. Mars 2025. 3 mois après cette nuit du 30 et 1 décembre où j'avais tout changé. Je suis assise dans mon salon, face à la fenêtre qui donne sur Paris. Le printemps arrive doucement. Les arbres commencent à bourgeonner. La lumière est plus douce. Et moi, je suis différente, pas guérie, pas réconciliée, juste différente. Géraudin et moi échangeons maintenant quelques messages par semaine. Rien de profond, des banalités. Comment vas-tu? Il fait beau aujourd'hui. Je pense à toi. Des miettes, mais des miettes qui reconstruisent lentement quelque chose. Quoi exactement? Je ne sais pas encore. Il a trouvé un nouveau travail, moins bien payé, dans une petite entreprise, mais il travaille. Lydiane suit une thérapie. C'est elle qui me l'a écrit dans un message il y a 2 semaines. Je dois apprendre à ne plus tout contrôler, à ne plus vouloir posséder les gens que j'aime. C'est difficile, mais nécessaire. Je ne lui ai pas répondu. Certaines choses ne méritent pas de réponse. La semaine dernière, je suis retournée à Neuilly, pas devant la maison, juste dans le quartier. J'ai marché dans les rues où Philippe et moi nous promenions. J'ai acheté une baguette dans la boulangerie où il achetait toujours ses croissants le dimanche, et j'ai pleuré. Mais c'était des larmes différentes, pas de colère, pas de vengeance, juste de la nostalgie, du deuil, de l'acceptation. Ce matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai retiré mon alliance. Je l'ai regardée longuement, l'or blanc usé, les rayures du temps. 38 ans de mariage, 4 ans de veuvage, 42 ans que je la portais. Je l'ai embrassée doucement, puis je l'ai rangée dans son écrin, pas pour oublier Philippe, mais pour avancer, parce que j'ai compris quelque chose. On ne peut pas vivre dans le passé, on ne peut pas se venger du présent, on peut juste essayer de construire un futur différent. Ai-je bien fait de donner la maison? De déshériter Géraudin? Je ne sais pas. Certains jours, je pense que oui, que c'était la seule façon de me respecter, de dire stop. D'autres jours, je regrette. Je me dis que j'aurais pu choisir une autre voie, moins radicale, moins destructrice. Mais c'est fait, et il faut vivre avec. Hier, j'ai reçu une lettre de la Fondation Abbé Pierre, des photos des familles dans la maison, les enfants qui jouent dans le jardin, une femme qui cuisine dans ma cuisine, un homme qui lit dans mon salon. Ma maison vit différemment, mais elle vit, et quelque part ça console. Ce que j'ai appris dans cette histoire, que l'amour ne suffit pas si on ne se respecte pas soi-même, que les liens familiaux peuvent se briser, même les plus forts, que la vengeance ne guérit rien, elle change juste la nature de la douleur, que le karma existe, mais pas toujours comme on l'imagine. Lydiane et Géraudin ont tout perdu, mais ils ont aussi gagné quelque chose, la lucidité, la conscience de leurs erreurs. Moi, j'ai perdu mon fils, mais j'ai gagné ma dignité. Est-ce un bon échange? Je ne sais pas. Peut-être que dans quelques années, Géraudin et moi retrouverons quelque chose qui ressemble à une relation mère-fils. Peut-être pas. Mais j'ai appris à vivre avec cette incertitude, à accepter que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, qu'on apprend juste à vivre avec. Ce matin, en prenant mon café, j'ai pensé à cette nuit du 30 et 1 décembre, à ce moment précis où j'ai appuyé sur « Publier ». Si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je le referais? Honnêtement, je ne sais pas. Mais ce dont je suis certaine, c'est que cette nuit-là, j'ai cessé d'être une victime. J'ai repris le pouvoir sur ma vie, même si ce pouvoir a eu un prix terrible. Alors voilà,
C'est mon histoire. L'histoire d'une femme de 61 ans qui a été trahie par ceux qu'elle aimait, qui a choisi de se battre, à sa manière, et qui vit maintenant avec les conséquences de ses choix. Sans regret? Non. Avec des regrets, mais aussi avec la paix d'avoir dit « ça suffit ». Et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire, se respecter, se protéger, avancer, même si le chemin est solitaire, même si on a tout perdu en gagnant sa dignité, parce qu'à la fin, on ne peut compter que sur soi-même, et sur cette petite voix intérieure qui nous dit « tu as fait ce que tu devais faire, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout ». Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.